Alors, moi je vais vous faire un retour d'expérience qui est plus, comme disait Fabien, sur la partie architecture. Je vais essayer de ne pas être trop technique, plus que ce que Fabien l'a été déjà. Il y a peut-être un public en partie technique, en partie management ou autre. Ce sur quoi je vais insister, c'est plutôt la partie architecture de l'industrialisation quand on la voit du point de vue du système. Alors, on passe. Je vais essayer. Je vais essayer de parler plus fort. Un système informatique, c'est assez proche d'un système aéronautique en termes de complexité. Alors je ne parle pas d'un petit système informatique d'une PME ou autre, mais quand on commence à rentrer dans une banque, une assurance, une moyenne entreprise, une PME de 200 personnes, etc. C'est similaire par beaucoup de facteurs. C'est un système qui va avoir des composants, qui vont avoir des relations entre eux, il va exposer des fonctionnalités, il va avoir des pièces en mouvement, et puis après ça s'arrête à peu près là, la comparaison avec le système informatique. Alors on pourrait pousser d'autres comparaisons un petit peu rigolotes. Oui, j'essaie de parler plus haut, mais ouais, j'ai un micro, je devrais renvoyer. On pourrait comparer par exemple le radar à la CRM. Le radar, c'est ce qui va permettre à l'avion de détecter sa proie, de la même manière que le CRM va permettre au commercial de détecter sa proie. On pourrait comparer les réacteurs à l'ERP. C'est ce qui va fournir le fait que le système il aille en avant. Et puis là, on arrête sur quelques petites choses qui sont quand même des grosses différences. Un Rafale, vous pouvez changer les moteurs en 2 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de changer son ERP en 2 heures? On est d'accord, on va plutôt compter ça en mois. Voire même déjà changer rien qu'une version de votre ERP sans changer l'ERP. On va des fois parler en mois et je ne parle pas des aléas. Et les aléas sont tels que moi je change une version de SAP, je reviens une semaine après, moi je ne monte pas dans l'avion. Là, ces gens-là, ils changent un moteur M88 en 2 à 4 heures à 2 personnes. Ils sont capables de remonter ça, et le pilote, il vient et il met sa vie en jeu sur la capacité à remonter et à être fonctionnel. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Eh ben, ils ont, eux, une histoire d'industrialisation qui est beaucoup plus âgée. On parlait de 50 ans pour l'industrie informatique. L'industrie aéronautique, elle a 200 ans, et puis elle se base sur l'industrie mécanique qui, elle, a 1000 ans, 2000 ans. On sait faire. On sait faire parce qu'on a normalisé. Parce que tous les tuyaux que vous voyez là, c'est bien précis, c'est bien telle taille d'écrou, ils sont faits comme ça, l'acier il est certifié de telle manière, etc. Et tout ce que vous voyez est normalisé. Si on listait toutes les normes qui sont utilisées pour construire un avion comme celui-là, il y aurait peut-être encore plus que des pièces qu'il y a dans l'avion. C'est énorme. C'est pas du tout ce qu'on fait en informatique. Si on donnait Bernard a donné une définition de l'urbanisation qui était la définition Wikipédia. Moi j'aime bien donner une définition à mes clients qui est de dire c'est avoir un SI qui fonctionne dans le temps. Et comme mes clients principalement, moi c'est des politiques, je leur dis le changement c'est tout le temps. Ça les fait marrer et puis ils se le rappellent bien. Le but c'est de l'industrialiser et donc de le découper et de le normaliser. Et très souvent ce qu'on fait quand on fait des architectures microservices, il y a énormément de retours d'expérience là-dessus. Les gens découpent et ils normalisent pas. Et puis ensuite ils disent c'est bizarre, ça marche pas mieux qu'avant. Oui, c'est normal, vous avez juste coupé autrement. Voire découper encore plus finement quelque chose qui était déjà un plat de spaghettis avant. Donc maintenant, vous avez coupé les spaghettis en 4, et c'est encore plus dur de rabibocher tous les morceaux. On est parti, nous, à MG10, d'une situation qui était un petit peu tendue en 2013, à savoir que on ne remportait plus que 20 à 30% des appels d'offres auxquels on concourait. On avait un time to market qui était autour de 9 mois pour sortir une release. Et puis on voyait le mur de la qualité qui grossissait, et on pense qu'on allait se le prendre dans la figure. On a une chance dans notre boîte, c'est que la société est entièrement possédée par son actionnariat salarié. Donc quand à un moment, il a fallu dire, on investit, on met le paquet, mais il faut qu'on sorte de ça, tout le monde était sur le pont et convaincu que oui, il fallait s'en sortir, parce que sinon nos actions, elles valaient plus rien, et en plus, on n'aurait plus de boulot. Donc il y a eu une décision d'investissement majeur. Quand je parle d'investissement majeur, puis du coup j'anticipe un petit peu la question, ça a été en gros 20 000 jours hommes derrière.
20 000 jours hommes pour une boîte de 100 personnes. Hein. Je vous laisse imaginer l'investissement. Sur 3 ans, c'est pas compliqué, c'est quasiment 20% de notre CA qui était investi. N'importe quel actionnaire privé aurait hurlé au-dessus de 7%, en demandant à la tête du DG si jamais il revenait demander ça 2 ans de suite. Nous, on a fait 3 ans à 20%, sans problème. Je reviens sur ça, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir les 3 pattes au tabouret, sinon on se casse la figure. On ne peut pas faire ce genre de transformation-là en prenant juste de la technique. Si vous n'avez pas la méthodologie et le management qui va avec, il y aura un truc qui ne marchera pas. Vous essayez de faire des microservices, vous ne découpez pas selon des feature teams et vous ne donnez pas la capacité en management aux équipes d'être indépendantes et autonomes, vous n'aurez pas de microservices autonomes. C'est pas possible. Encore une fois, c'est la loi de Conway. Vous allez avoir une architecture qui reflète ce que vous avez fait en termes d'organisation. Et évidemment, les résultats seront perfectibles. Hein. On va en parler justement des pièges qu'on s'est pris. On s'est pris les pieds dans le tapis pas mal de fois. On va déterminer un petit peu qu'est-ce qui a planté à chaque fois. Mais globalement, maintenant, on gagne quasiment tous les appels d'offres. On a 2 concurrents qui ont arrêté l'année dernière, et il y en a un 3e qu'on a racheté. Un des 2, en fait, qui a arrêté, on nous a proposé de le racheter, mais non, on a préféré les laisser mourir. C'était pareil. Un retour d'expérience qui est important. Alors après, malheureusement, ce genre de truc-là, j'ai pas le temps de le démontrer et de l'expliquer en détail, mais le fait d'avoir une architecture modulaire nous a permis de faire certains scénarios métiers de manière extrêmement plus rapide que ce qu'on avait réussi à faire. Un exemple, une procédure spécifique pour des bourses aux étudiants, sur lequel on avait une estimation de 400 jours de développement, a été réalisée avec une intégration Excel des API existantes en, 10 jours. On a fait aussi un développement de ce qu'on appelle le guichet unique. Alors un guichet unique, c'est la capacité de déployer un projet, et puis au lieu d'aller demander de la subvention à la région, au département, à la ville, au groupement, etc., et puis de gérer ces 4 ou 5 projets de financement en parallèle, avec en plus les complexités du genre, la région vous dit, moi je veux bien vous financer de 30 et passer à 40% de mon financement, si le département vous donne son accord. Et le département qui vous dit la même chose si le groupement de communes y est d'accord, et puis à la fin vous faites des nœuds au cerveau. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne vont pas chercher de subvention à cause de cette complexité-là. Ce qui est catastrophique pour... l'État considère que c'est un problème très important. Il faut rendre beaucoup plus simple ça. Le guichet unique, en gros, c'est vous portez votre projet, vous mettez ça sur un extranet, et derrière, c'est les financeurs qui viennent voir et qui se mettent d'accord. Et tout ce qu'ils vous disent, c'est ça y est, c'est accepté, ça va être financé à tant de pourcents pour lui, tant de pourcents pour lui, etc. Lui, il a voté, tout le monde a voté, vous allez avoir votre paiement à telle date. Ça, c'est quelque chose, on a essayé de le faire avec notre ancienne architecture, c'était 6-7 ans peut-être maintenant, on a mis 600 jours de POC à la poubelle. Impossible de le faire marcher. Trop complexe de brancher tout le monde ensemble, il y avait du couplage partout, des problèmes de sécurité, etc. On a refait récemment ce système-là, c'était fait en 100 jours, il y a 50 jours qui ont été affectés en fait juste à des problématiques de sécurité réseau, et en 50 jours, et c'est en prod. Aujourd'hui, les Pays de la Loire, ils fonctionnent comme ça, avec le département de la Vendée. Ils ont un guichet unique de demande de subvention. Donc ça se fait, et on est allé, nous, jusqu'à ouvrir des nouveaux marchés sur ça. C'est-à-dire que certains des microservices qu'on a mis étaient tellement génériques, on commence à les poser sur des marchés complètement privés, du diagnostic amiante, une coopérative agricole, enfin, il y a de tout. On peut ouvrir une généricité très très large. Alors déjà, les pièges. Le premier, qui est vraiment le plus classique et sur lequel il y a pas mal de retours d'expérience, c'est de refaire le plat de spaghetti que vous aviez dans votre monolithe à l'intérieur d'un système de microservices. Typiquement, vous faites une découpe technique, vous faites des petites API bien séparées, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que l'API machin, elle ne fonctionne pas s'il n'y a pas bidule, et que bidule lui-même est basé sur celle-là, qui tire, et puis quand vous tirez, vous ramenez tout le système avec. Donc exactement comme votre problème de monolithe qu'il y avait avant. Ça, le cas classique, il y a une conférence à Göteborg qui était donnée par l'architecte en chef de Ericsson. C'est Ericsson, première réécriture en microservices, des gains phénoménaux sur la perf,
des capacités de gérer 30% d'appels en plus sur leurs centraux téléphoniques, vraiment super, des gains financiers énormes. Et par contre, les microservices, leur carto, ça s'appelait X24, B12S, etc. Et donc l'architecte en chef qui nous dit, ben voilà, c'est un échec parce que on a réussi à tirer de la perf, techniquement c'est un grand succès, mais par contre le marketing a encore plus de mal, et là où on avait un time to market avant de 3 mois, on est passé à 6 mois, parce que c'est encore plus compliqué pour eux de savoir où est-ce qu'ils doivent intervenir pour changer des tarifs de téléphonie mobile ou des choses comme ça. Donc, ils ont dû refaire. Il y a beaucoup de retours d'expérience en fait qui sont sur ça. Et nous, on a vraiment failli se prendre les pieds dans le tapis à un moment donné. Voilà, c'était ça la structure d'appel de nos microservices. Ça sentait furieusement le manque de maîtrise là. Et heureusement, on a eu un lead développeur qui a bien pris les choses en main à un moment donné, qui a fait ce système-là sur lequel on voit de manière beaucoup plus fluide l'orientation, les dépendances du front vers le back, et c'est revenu d'une manière beaucoup plus maîtrisée. On a aussi mis en place des contrats beaucoup plus stricts sur les API, qui nous permettaient d'avoir des couplages un petit peu plus légers. Et de dire, typiquement sur un des cas classiques, c'est l'authentification. L'authentification, à un moment donné, on avait un couplage à notre microservice d'authentification et d'identification, et ensuite on l'a suffisamment normalisé pour dire maintenant ça se branche sur n'importe quoi. On a réussi par exemple à brancher sur France Connect ou sur n'importe quel fournisseur d'identité fédérée, parce que on a fait l'effort d'être exactement compatible à la norme. Comme sur un réacteur de Rafale, hein, l'arrivée du kérosène, c'est un tuyau en cuivre de 12 avec un boulon de tel métal, etc. Et ça c'est standard. Ça peut être encore plus pernicieux que ça. Quand on a fait les découpes d'urbanisation avec des clients, on utilisait très souvent cette carto 4 strates, là, la carto du SIGREF, processus, fonctionnalité, software et hardware. Et puis à un moment donné, on utilisait des diagrammes BPMN pour décrire les processus de nos clients. Et puis chez certains, on a commencé à faire des petites expérimentations pour lancer le workflow, pour l'exécuter comme un software. Et ça, Bonita, c'est génial, pour ça vous avez un bouton play en haut. C'est un vrai pouce au crime. Hein. Elle vous dit, vous avez la description de processus, regardez, vous cliquez là, et hop, automatiquement, on fait tout ce qu'il faut pour derrière appeler... alors, il faut brancher les API, il faut faire des choses comme ça, mais... Et là, vous faites un couplage majeur. Vous vous retrouvez à dire vos processus métiers, qui sont décrits dans un outil d'un éditeur, pas parfaitement conforme à la norme BPMN 2.0 en plus, pilote la totalité de votre valeur du SI. Catastrophique, quoi. Si encore tout était normalisé, ça irait bien. Mais la seule chose qui est normalisée dans BPM 2.0, c'est les activités, les acteurs et tout ça. C'est pas les connecteurs qui appellent les API. Donc là, demain, vous sortez de ça, c'est un peu comme essayer de sortir de SAP si vous êtes dedans et que vous avez mis tout votre flux de prod dedans. Hein. C'est quasi impossible. Un piège aussi, c'est de croire que les silos sont toujours un problème. Et ça, c'est entretenu par beaucoup de bouquins, Zéro Informatique, qui dit il faut désiloter, les silos, c'est l'enfer, etc. Non, ça dépend d'où on se place. Les silos, en termes de management, oui, c'est un problème. Si à un moment donné, la RH, elle n'est pas capable de parler aux opérations, qui n'est pas capable de parler à la prod, et si chacun a son référentiel de client, c'est un énorme problème. Mais après, on est d'accord que quand vous prenez ça au niveau des logiciels eux-mêmes, c'est pas grave les silos. C'est même plutôt bien d'avoir des silos. On est tous assez contents que quand on installe la nouvelle version de Word sur notre PC, on n'est pas en train de faire planter, je sais pas moi, la calculatrice. Parce qu'en fait, il y a des silos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des machines virtuelles. Les machines virtuelles, à un moment donné, elles étaient faites pour assurer une étanchéité complète des processus, quitte à réinstaller un OS. Ce qui était quand même un sacré investissement. Alors maintenant, il y a des conteneurs Docker qui vous permettent d'avoir une très bonne étanchéité sans avoir à réinstaller toute une machine. C'est déjà pas mal. Les normes, ça j'en ai parlé plusieurs fois, c'est peut-être le principe qu'il faut absolument avoir si vous voulez urbaniser correctement un système d'info. Alors, on entend souvent, oui, mais en informatique, il y en a beaucoup moins qu'en mécanique. Alors c'est clair que vous prenez, ça c'est un atelier de brasage par exemple. Pour réaliser un atelier de brasage, il faut respecter à peu près 120 normes en mécanique. C'est énorme. En informatique, on n'est pas habitué à ça. Et pourtant, les normes, elles sont là. Vous avez des normes sur
tout. Vous avez une norme, tiens, sur le genre des personnes. Masculin, féminin. Ben, on n'écrit pas M ou F dans une API. Une belle API qui se respecte va respecter la norme ISO 5218, dite ISO gender, et elle va utiliser 0, 1, 2 ou 9. 0, le sexe est inconnu, 1, masculin, 2, féminin. Les nombres entre 3 et 8 sont réservés pour le jour où l'ONU reconnaîtra l'hermaphrodisme, etc. Et le 9, c'est le sexe est indéterminé. Il est connu, mais non déterminé. C'est ça qui va vous permettre, par exemple, d'affecter un numéro INSEE qui commence par 0, parce que vous devez faire une opération in utero. Et dans ce cas-là, il faut dire que la personne qui est opérée, c'est le fœtus. Donc il lui faut un numéro d'INSEE pour lui, en plus de pour sa mère. Et comme on ne connaît pas son sexe, on fait un numéro INSEE qui commence par 0, on réserve le numéro avec le 1 et le 2. Et on est propre. Et quand vous faites ça, vous ne vous retrouvez pas avec des erreurs du genre « Ah, on a ouvert une filiale au Japon », mais au Japon, ils ne comprennent pas bien M et F. Hein. En fait, même, ils sont persuadés que c'est l'inverse quand ils regardent. C'est gênant. On dit souvent aussi qu'une norme, ça coûte très cher. Oui, mais c'est pas vous qui la faites. Vous avez des gens qui passent du temps, bénévolement en plus, dans des consortiums, qui vont aux États-Unis, qui passent des dizaines de jours par an, financés par des grosses boîtes ou sur leur temps perso, pour, au bout de 40 personnes qui se sont réunies plusieurs dizaines de jours, accoucher d'un document de 24 pages qui dit, voilà, le sexe c'est 0, 1, 2 ou 9. Parce que on a regardé la totalité des scénarios qui analysent le genre dans toutes les applis de gestion, dans toute la planète. Et donc, quand vous vous basez là-dessus, pour vous, c'est pas plus compliqué que de mettre M ou F, hein, vous mettez 1 ou 2 à la place, mais au moins, vous êtes en béton. Quelqu'un ne peut pas vous dire « Ah bah oui, mais pourquoi t'as mis ça? Moi je mets autrement. » Ah bah si tu mets autrement, c'est toi qui n'es pas à la norme. Point. Et on ferme la conversation. Nous, ça nous a bien aidé, ça. MG disent bien que petite boîte de 100 personnes en province, on a gagné des guerres d'interop avec des gens comme Atos ou autres, parce qu'au bout d'un moment, on va aller voir le client en disant « Regardez, c'est la norme. » Donc on va analyser les flux qui rentrent, les flux qui sortent, et puis vous allez voir qu'en fait, c'est pas de notre côté, quoi. Foncez dans la technique, alors ça c'est un biais, évidemment, vous faites faire l'urbanisation par des développeurs. Et les développeurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire du code. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi quand j'étais jeune, on appelait ça des analystes programmeurs. Et ils faisaient plus d'analyse que de programmation. Sauf qu'avec le mythe du geek, l'image hollywoodienne, il faut taper à fond sur le clavier et c'est à ça qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un. S'il tape vite, il fait beaucoup de lignes de code. Moi, je préfère quand même quelqu'un qui va passer 1 heure à se renseigner sur les normes sur Internet et qui, à la fin, va dire en fait, tout le boulot d'analyse, il fait quoi. Il suffit de prendre la norme SDMXML et c'est la norme spéciale sur les statistiques. Et puis, si on prend la norme bancaire XBRL, en gros, du coup, j'ai juste à prendre un bout de cette norme-là, un bout de celle-là, la moyenne de tel facteur bancaire, là, on a dit le code capital net du groupe, ça s'écrit tout le temps CA01, c'est ça qui respecte Sarbanes-Oxley. Là, ils ont dit la moyenne, il faut tout le temps la préfixer avec SDMX2.avg pour average. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon taf. Et j'ai écrit que 3 lignes. Parce qu'en plus, j'ai trouvé une petite librairie de code qui implémentait la norme. Et bien ça, c'est la façon dont on cherche à faire. Nous, on s'est pris allègrement les pieds dans le tapis là-dedans, en démarrant tous nos projets d'urbanisation chez nos clients, en installant un ESB. On a des clients chez qui on a installé un ESB, et où malheureusement, ils n'avaient même pas les ressources pour le gérer après, quoi. Donc j'ai un peu honte de le dire, mais on les a mis dans la merde. Hein. On les a ressortis quand même, gentiment, c'est-à-dire qu'on est revenu les voir 1 an après, en disant on est désolé, mais en fait l'USB c'était pas une grande idée, c'est trop compliqué, on va faire passer tous les messages juste par HTTP, et puis comme ça il n'y aura plus de middleware. Vous savez quoi? C'est plus simple, hein, le meilleur middleware, c'est celui qui n'existe pas. Mais comment on va faire du routage? URL rewriting dans Apache si vous avez besoin. Mais comment on va faire des filtres? Pareil, Nginx ou un truc comme ça. Et si on veut mettre de la robustesse, eh ben là, juste sur ce petit flux-là, on mettra une queue de message qui écoutera le HTTP, qui fera une belle queue de message robuste avec garantie de livraison, et puis qui retransformera ça en HTTP de l'autre côté. Mais comme ça, ça fonctionnera bien. Et ce genre d'approche bien plus légère, là, nous a bien servi par la suite. Donc là, c'était toute la partie négative, et puis on va essayer de voir maintenant quels sont les facteurs
alors de mon point de vue perso, hein, qui est sur mon expérience d'une entreprise de 100 personnes, qui est un éditeur logiciel, qui travaille sur des logiciels pour des collectivités locales, pour des grosses PME ou des choses comme ça. Le premier, c'est l'alignement complet sur le métier. C'est-à-dire que votre Business Capability Map, il faut qu'un analyste, quelqu'un qui ne connaisse pas le code, il puisse lire vos API. Si vous avez une API qui s'appelle X24, il y a un vrai problème. Si vous travaillez dans je sais pas moi, une coopérative bovine et que votre API elle s'appelle /animal/bovin, tout le monde comprend très bien ce qui se passe. Et si derrière vous faites l'effort en plus de dire le numéro d'identifiant c'est le code normalisé d'un bovin, par exemple qui pour un charolais commence par FR76 et des chiffres derrière, et bien même quelqu'un qui n'est pas du tout technicien, il va prendre l'habitude de faire ça, il va éventuellement même prendre l'habitude de le taper sur son navigateur et dire la fiche animale, quand je la veux, c'est simple quoi. what.fr/animal/l'identifiant et j'ai ma fiche et c'est propre. Alors c'est pas super, je peux pas modifier, il n'y a pas tout, mais au moins j'ai la vérité et c'est déjà un grand pas en avant. Ça là, c'est les flux de tiers dans nos applications avant urbanisation. Je vous laisse imaginer la complexité de gérer le RGPD là-dedans. On a fait un séminaire avec des partenaires. Une des personnes présentes nous a dit, voilà, j'ai fait un test moi hier soir, j'ai supprimé un tiers dans ma CRM pour voir un peu ce que ça donnait. Je suis revenu le matin, tu vas rire, mais il était revenu. Il y avait tout un système d'ETL qui synchronisait et de backup qui se restaurait la nuit, la compta qui poussait, je ne sais même pas par où ça passe, mais le tiers il était revenu. Alors allez expliquer ça à la CNIL, un peu délicat quoi. Voilà ce qu'on fait maintenant après avoir urbanisé notre gestion des tiers. Les flux ils sont propres, on sait les changer, modifier le flux là et puis le faire passer direct là sans passer par la validation, ou changer même des changements de métier importants quoi, où on change la réglementation, ça peut se faire dans la majorité des cas sans avoir à déployer la moindre chose, à créer une nouvelle version, donc pas de recette à faire. On change une URL dans un webhook en disant tu vas plus envoyer ton événement là, tu vas l'envoyer là. Et c'est tout, rien d'autre. Un autre point important, alors, ce que je vous explique là sur l'industrialisation, ce qui est rageant, c'est que c'est connu depuis des siècles. En temps informatique, hein, je parle. C'est-à-dire c'est connu depuis 1998 et le bouquin de Sassoon. Ça a été remis au goût du jour au début des années 2000 avec un retour d'expérience là qui a été fait par Yves Cazot, il y a Dominique Vauquier qui ont écrit sur ça, et on sait parfaitement faire ça. C'est tout à fait théorisé, on sait comment découper, on sait comment urbaniser des systèmes d'informatique. Mais on ne le fait pas, parce qu'on est encore jeune, on n'a pas pris l'habitude de le faire. Ça ne tombe pas sous le sens. Un retour aussi, sur lequel je voulais faire le lien avec Fabien, mais il a finalement enlevé sa slide sur le sujet. C'est Martin Fowler expliquait que la meilleure façon de faire des microservices, c'est de commencer par un monolithe. Il faut commencer à faire quelque chose mal, entre guillemets, mais il vaut mieux partir de quelque chose. Démarrer du microservice from scratch, je crois pas, en tout cas, à ma connaissance, je fais peut-être pas assez de veille, mais je regarde pas mal les thèses et tout ça, je crois pas qu'il y ait de gens qui aient de retour d'expérience sur une écriture de microservice from scratch sur un métier qui fonctionnait. Par contre, il y a des retours d'expérience abondants sur des gens qui ont essayé de le faire et qui se sont pris les pieds dans le tapis. Tous les retours d'expérience qui fonctionnent en microservice sont partis d'une connaissance métier qui avait déjà été sédimentée à l'intérieur d'un logiciel. Il y avait un logiciel qui fonctionnait mal, on est d'accord, qui n'était pas capable d'évoluer rapidement, qui avait des problèmes de qualité, etc., mais sur lequel le métier était compris et avait été mis dans le code. Et il apportait déjà de la valeur. Et ensuite, on découpe des morceaux là-dedans. Et nous, on a commencé en fait à faire de l'urbanisation sans le savoir. C'est-à-dire qu'un premier truc qu'on a fait bien avant 2013, c'est que nos clients nous disaient bon, il y en a marre que Progos, on soit obligé de mettre les utilisateurs dedans. On a des LDAP, c'est pas pour rien, vous allez vous brancher dessus. Donc on a dit bon, faut ressortir l'authentification dedans. Et puis ils nous ont dit ouais, mais l'identification aussi là, tous les critères supplémentaires, vous allez les chercher dans l'annuaire. Ok, on ressort ça. Alors ça se fait pas sans heurts, c'est quand vous avez un plat de spaghetti, vous tirez sur un, et puis il y a des boulettes qui viennent, et des bouts de viande, et machin, il faut couper. Mais vous vous dites, bon, je coupe là, il reste peut-être des morceaux, mais on va voir. On passe au test, et puis on regarde.
Et puis, un petit peu après, on se dit, ben, on pourrait faire la même chose pour tout ce qui est gestion électronique de documents, c'est pas à nous de faire ça. On va déverser dans une jet, ça sera bien plus simple. On n'a qu'à respecter la norme CMIS 1.1 en plus. Elle est super simple. C'est du SQL sur HTTP pour demander des documents. Et quand vous faites ça, en plus, vous ouvrez toutes les fonctionnalités d'Alfresco, l'archivage, le classement, les classements virtuels. Enfin, c'est un apport de valeur phénoménal. Nous, on était en pleine démat, ça a été un vrai gain de mettre ça. Et puis, bah, vous continuez, vous ressortez les indicateurs. Nous, on a ressorti les tiers, la gestion de dédoublonnage. Et puis, à un moment donné, un beau jour, vous vous retrouvez à dire, mais en fait, il n'y a plus grand-chose à sortir là-dedans. Là. On va écrire un microservice sur la gestion des campagnes, un microservice sur le financement, un microservice sur les subventions, un autre sur les bourses. Et puis quand vous avez fait ça, bah, votre plat de spaghetti, c'est devenu un gruyère avec que des trous. Vous vous dites, bah maintenant c'est bon, plus qu'à virer. Il ne fait plus rien ce truc-là. Un autre point très important, c'est de cartographier et de sémantiser. Ça, c'est un exemple que je reprends à chaque fois, que j'explique à tous mes clients. Un client, ça n'existe pas en tant qu'entité. Je ne peux pas dire je suis client. Bonjour, vous êtes quoi, client? Client de qui? De quoi? Pourquoi? C'est une relation en fait, client. C'est un tiers a une relation de clientèle avec un autre tiers parce qu'il lui a acheté un produit, selon un pricing donné. Donc si, ça paraît très bête, hein, mais si on crée une table dans une base de données qui s'appelle client, d'entrée de jeu, on se tire une balle dans le pied. L'entité, c'est le tiers. Vous stockez aussi des affaires, et le fait qu'il y ait des affaires sur un tiers vous dit qui sont vos clients. Vous avez une liste de clients où il y a 50 clients parce que vous avez 50 personnes parmi vos tiers qui ont acheté un produit à vous il y a moins de 12 mois. Et quand le marketing change d'avis et dit non, 12 mois c'est trop long, il faut passer à 8, on est d'accord, il n'y a aucune raison de casser des bases de données, de migrer des trucs ou quoi que ce soit. Là, dans ce mode-là, vous changez juste votre règle métier, vous cliquez sur F5 et votre liste de clients est à jour. Ça paraît évident quand on l'explique. Mais j'ai plein de clients, encore en ce moment-là, qui installent des ERP et qui commencent par dire, bon, bah, l'ERP, il faut déjà paramétrer la liste des clients. Et l'ERP les force à le faire en plus. C'est comme ça. La conviction aussi, on en a parlé. Hein. Pour mettre 20 000 jours hommes d'investissement, vaut mieux avoir une bonne conviction en tant que DG. Et nous, je vous le citais, hein, c'est vraiment parce qu'on a un actionnariat salarié que ça s'est bien passé. Sinon, on n'aurait jamais pu faire ça derrière. On avait un alignement aussi, le DG était convaincu, le CODIR était convaincu, le conseil d'administration était convaincu. Donc ça, c'est important. Je ne dis pas que ça ne peut pas être fait si vous n'avez pas ça, et j'irai surtout pas dire qu'il faut un investissement énorme pour découper en monolithe, un monolithe en microservices. Ça se fait aussi. Simplement, ça se fait peut-être pas aussi en avance de phase que nous, parce que là, on l'a fait en 2013, là où il n'y avait pas de retour d'expérience. Le mot même microservice n'existait pas quand on a fait ça. Donc il y avait une part de conviction. Aujourd'hui, il y a des retours d'expérience, tout ça c'est industrialisé, c'est quand même beaucoup plus confortable de faire une découpe en microservices. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est la partie management. J'ai focalisé là sur la partie architecture, mais je souhaite revenir quand même à la partie management. Tout ça n'est pas possible si vous ne formulez pas une vision, si vous n'amenez pas des gens à avoir une implication forte et une envie d'aller dans ce que vous voulez faire. Nous, il y avait évidemment ce qui nous poussait un petit peu au cul, hein, quand même, hein, c'est que sinon on allait mourir. C'est une bonne motivation, hein. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que toutes les équipes savaient. L'équipe dirigeante, elle savait ça, quoi. Elle savait que si on ne faisait pas un gros changement, on allait se planter. Ensuite, les équipes, on les a amenées en leur faisant voir ce qu'il y avait d'intéressant pour eux. Parce que la loi de Conway, vous voulez des services autonomes, il faut que les équipes soient autonomes. Si vous poussez l'autonomie à bout, c'est un sacré facteur d'investissement pour un développeur de lui dire, tant que tu restes dans ta boîte, que tu me garantis que l'API, là, elle fait exactement ce qu'on a défini au contrat, qu'elle respecte les normes, tu fais ce que tu veux dedans. Donner carte blanche à un développeur, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour eux, et ce qui le motive le plus. On est même allé à un moment donné jusqu'à leur dire, vous pourriez envisager de faire de choisir le langage que vous voulez. Et puis là, il y a les gens de la maintenance qui nous ont dit oh là quand même, parce que moi s'il faut que je fasse du F#, du Python, du machin, du bidule, juste parce qu'ils ont envie de s'éclater avec un nouveau langage, j'ai pas assuré. Et puis on a redressé le tir en disant mais t'inquiète, déjà,
toi, tu vas t'engager sur le support des plateformes que tu connais. Donc si quelqu'un vient te voir en disant moi je veux absolument faire du F#, eh ben on va le challenger là-dessus en lui disant d'accord, mais c'est toi qui le maintiens. Tu nous dis là c'est super adapté, je vais gagner 20 jours si je développe en F#. Bah ok, vas-y, mais c'est toi qui es responsable de la maintenance de ce truc-là, et tu te trouves un binôme, et tu le supporteras jusqu'à la fin de tes jours. Et là, en général, ouais, alors j'ai peut-être plutôt faire du Java là quand même, hein. Mais c'est tout à fait faisable. Et aujourd'hui, ça serait entendable pour certains services très spécialisés d'utiliser une techno qui va bien. Et ça, c'est un facteur de motivation pour les développeurs qui est énorme. J'ai mis 2 petits post-it là qu'on a eu, étonnamment, alors que on n'avait pas amené le projet comme un projet de changement de management, hein. On avait amené un projet comme un changement d'architecture. Ce qui est ressorti dans ce qu'on a fait au bout de 3 ans, le Rex des personnes, c'était plein de post-it sur le management, en disant on est mieux managé qu'avant, c'était pas voulu, mais tant mieux. Et puis, peut-être plus important encore, maintenant, les gens ne conçoivent plus de refaire comme autrement. C'est un petit peu comme quand on est passé de l'usine logicielle, où on compile automatiquement. On a passé 1 an, ça compilait automatiquement, ça faisait les tests la nuit, ça faisait le package, tout le monde était content. Puis un jour, on a eu une panne, au début de ça, en 2004 ou un truc comme ça. Les gens venaient nous voir en disant mais comment on faisait avant? Et bah tu compilais tout à la main. Tu ouvrais Visual Basic, tu chargeais le projet, tu faisais compiler, tu posais la DL là. C'est pas possible, on faisait pas ça. Mais si, tu te rappelles pas, il y a un gars, à chaque fois on faisait pouf pouf, on disait ça sera toi qui fera la release. Et il passait 2 jours à faire toute la compile. Et puis quand il y avait un bug, on changeait le code et puis on lui disait bah c'est reparti pour 2 jours. Et ben là c'est la même chose. Maintenant les gens n'imagineraient pas autrement d'aller sur que de faire des API. Voilà, je finis sur ça. Ça, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. On sait très bien ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a très peu de gens qui font parce que il faut de l'invest, il y a des impératifs de rentabilité, il y a des gens qui vous disent on a toujours fait comme ça avant. Il y a plein de choses à lever, hein. Mais par contre, derrière, les avantages, ils sont énormes. Ils sont aussi énormes que quand vous passez à une roue là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ?